Bonsoir et bienvenue sur France 3 Aquitaine et Euskaleri. Nous sommes accueillis dans une brasserie connue d'Anglet pour 1h30 de débat sur Bayonne. Tout de suite, les chiffres clés pour mieux comprendre les enjeux de la ville, capitale du Pays Basque, la cité basque et gasconne. J'ai plaisir à accueillir Paul Nicolai de France Bleu Pays Basque. Bonsoir. Bonsoir Léandé, merci. Nous allons co-animer ce débat. J'accueille aussi avec grand plaisir 5 candidats à la mairie de Bayonne. Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue évidemment. Jean-René Tchegaray, vous vous présentez à nouveau devant les Bayonnaises et Bayonnais pour un deuxième mandat. Cette fois-ci, vous avez 4 listes en face de vous, si je puis dire, 3 de gauche, 1 de droite. Je vous propose tout de suite de voir le portrait des candidates et candidats. Jean-René Tchegaray, UDI, liste Bayonne toujours un temps d'avance, maire sortant, président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Mathieu Berger, liste Demain Bayonne, Billard Bayonna, Divers Gauche, conseiller régional, président du port de Bayonne et conseiller municipal d'opposition. Henri Etcheto, liste Bayonne Ville Ouverte, Union de la Gauche, conseiller municipal d'opposition PS et conseiller départemental. Sophie Bussière, Europe Écologie Les Verts, liste Bayonna Verte et Solidaire, Berdea Eta El Karkidea, Divers Gauche, secrétaire Europe Écologie Les Verts Aquitaine. Pascal Le Cellier, Debout la France, liste Bayonne Pluriel, Divers Droite, instructeur dans l'aéronautique. Une petite erreur s'est glissée sur le nom de Mathieu Berger, Berger et. Tout de suite, une question d'actualité car le débat est rattrapé par cette actualité. Premier cas de coronavirus détecté chez un jeune qui habite à côté de Bayonne, une personne qui est hospitalisée à Bayonne, à l'hôpital. Donc, première question. Oui, est-ce que cet événement, qui était pour certains attendu, en tout cas qui arrive dans la campagne, est de nature à modifier la campagne électorale? Autrement dit, est-ce que vous allez continuer à serrer des mains sur les marchés, comme vous le faites jusqu'à présent? Jean-René Tchegaray, peut-être. Indiscutablement, ma position, c'est de dire qu'il faut continuer à faire cette campagne et ne pas être pris par cette psychose, tout en prenant au sérieux, bien sûr, cette épidémie. Le premier cas de coronavirus est arrivé hier dans la fin de l'après-midi. La personne qui se trouve atteinte de ce virus, c'est une personne qui a été hospitalisée. Elle est aujourd'hui complètement isolée de toute relation humaine et c'est une personne qui venait d'une région italienne d'après les renseignements qui m'ont été donnés. Vous savez de quelle commune elle est originaire? Non, je crois que c'est dans les 30 ou 40 kilomètres autour de Bayonne. En tout état de cause, la campagne continue pour les uns et les autres. Henri Etcheto. Oui, bien entendu, pas grand-chose à rajouter à ce que M. Etchegaray vient de dire. Je pense qu'il faut écouter les consignes évidemment qui seront données par les autorités sanitaires sans céder à la panique qui serait elle aussi très dommageable. Sophie Bussière. Oui, je rejoins les propos. J'ai une pensée aussi pour les personnels soignants, notamment de l'hôpital de Bayonne, qui travaillent dans des conditions difficiles. Et il y a une espèce de psychose à laquelle nous ne devons pas céder.
et aussi un espèce de focus médiatique, matraquage médiatique sur ce sujet qui, du coup, cache complètement les autres sujets. Je pense que demain, c'est par exemple le jour du dérèglement. On aura en France dépassé, donc émis plus de gaz à effet de serre que nous devions en émettre sur toute l'année. Et j'espère que les médias aussi parleront de tout cela. Alors bien sûr, il faut tenir les gens informés aussi de la propagation du virus. Mathieu Berger, on continue ? Oui, bien évidemment. Il ne faut surtout pas céder à la panique, continuer à écouter justement les informations qui vont être transmises par le gouvernement. Je pense pour le moment, nous sommes encore en campagne électorale. Il ne faut pas que les personnes se laissent troubler. Et j'ai bien entendu les différents messages qui disaient justement de ne pas tomber dans la panique. Monsieur Le Cellier ? Oui, évidemment, il ne faut pas tomber dans la psychose. Moi, je suis favorable à ce que la campagne continue. On peut faire confiance au personnel médical, aux infrastructures médicales. Donc, continuons cette campagne. Unanimité donc, ou presque, autour de la table. Jean-René Etchegaray, nous revenons à la question politique. La donne est changée depuis 6 ans. Il y a une recomposition politique au niveau national. 2 partis de pouvoir, de gestion ont été renvoyé, si je puis dire, dans l'opposition, émergence d'une nouvelle force politique, la République en marche, les élections européennes sont passées par là, le bon résultat des écologistes, d'Europe Écologie Les Verts, du Rassemblement National. Donc les cartes sont rebattues. Vous repartez avec une équipe largement renouvelée qui va, en gros, des Républicains, LR, jusqu'à une personnalité du monde abersalé, nationaliste de gauche, en passant par le MoDem, vous êtes de l'UDI, il y a d'anciens socialistes, des écologistes. Grand écart, habileté tactique politique ou tout simplement capacité à fédérer? C'est du rassemblement. Grand écart. Écoutez, quand on veut mener une politique dans une ville, il ne faut surtout pas tomber dans les clivages partisans. La politique est une chose très noble. Les clivages partisans n'amènent pas forcément une bonne gestion d'une commune. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai pris évidemment le soin dans la composition de la liste que je propose à nos électeurs les 15 et 22 mars prochains. J'ai pris le soin de faire en sorte qu'effectivement toutes les sensibilités de cette ville soient représentées, peu importe les appartenances partisanes de ces personnes. Alors, il se trouve que, et vous l'avez dit, beaucoup de personnes issues de différentes formations politiques se trouvent sur ma liste. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais appartenu à une formation politique, membres de la société civile, et qui sont également sur ma liste. Alors peut-être un bilan de votre mandat. Henri Etcheto, quel bilan globalement vous dressez de la mandature qui se termine ? Écoutez, je voudrais juste dire, pour rebondir sur la question précédente, que notre pays traverse une crise politique, c'est vrai, vous l'avez noté, mais que les élections municipales sont sûrement l'occasion de rapprocher encore la démocratie et la population des élus qui la représentent. On a l'occasion d'aller au contact des citoyens et peut-être d'entendre de manière plus proche le message parfois de détresse qui a été le leur au cours de ces dernières années et des scrutins précédents. Donc, le bilan alors Voilà. Et alors le bilan, écoutez, chacun le sait, que nous avons été critiques avec notre groupe tout au long de ces 6 années. Je crois que c'était un mandat très décevant. C'était un mandat où, je dirais, la majorité municipale qui a été élue de manière assez étroite aurait peut-être dû faire davantage la place au dialogue avec les Bayonnais ou avec les oppositions sur des sujets importants, bien entendu. Alors, on a eu l'occasion déjà de parler des fêtes de Bayonne, de la cession de certains pans importants du patrimoine de la ville ou de la gestion budgétaire. Voilà, ça a été une occasion ratée. Et je dirais aussi que c'est 6 années où, malheureusement, la gestion politique municipale s'est éloignée des habitants. Et il y a un sentiment de délaissement, voire d'abandon qui a été exprimé au cours de la campagne dans les différents quartiers par les Bayonnaises et les Bayonnais. Jean-René Etchegaray, vous avez oublié vos électeurs ? Nullement, parce que vous voyez, je fais du porte-à-porte à raison de 4 à 5 heures par jour et je vais voir effectivement nos concitoyens et ils ne me disent pas que je ne suis pas proche d'eux. Maintenant, la gestion d'une ville, c'est aussi la gestion d'un certain nombre de sujets politiques graves et qu'il ne s'agit pas nécessairement à tout instant de considérer qu'il faut faire de la concertation. Il faut faire de la concertation là où elle est nécessaire.
Mais par contre, il ne s'agit pas de considérer qu'il faut aller demander à chaque électeur un avis avant même de pouvoir adopter telle ou telle position. Ça serait d'ailleurs une ville bloquée dans ce cas-là. Alors, je crois que nous avons, en ce qui nous concerne, mis en place des dispositifs de participation. J'ai souhaité que des portraits de quartier puissent avoir lieu pour chacun de nos quartiers. Ça a été une occasion inouïe de rassembler toute la population qui était intéressée, évidemment, de ces quartiers, de voir un petit peu comment est-ce qu'elles imaginaient, ces populations, l'avenir de leur quartier et, à travers ça aussi, l'avenir de la ville. Donc, des process de concertation ou tout au moins de consultation citoyenne, nous les avons mis en place. On sort d'un budget participatif qui a été particulièrement riche. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de décision qui ne fasse pas, évidemment, en amont, l'objet d'une réflexion avec la population concernée. Oui, Mathieu Berger, vous aussi, quel bilan vous dressez de la mandature qui vient de se terminer ? Très clairement, c'est le citoyen qui a été absent de ce mandat. On le voit, M. Etchegaray parlait des budgets participatifs, c'est 0,16% du budget de la commune. Il parle des portraits de quartier et on voit surgir juste avant les élections les citoyens dans le débat public, notamment sur les questions d'urbanisme, que ce soit au Séquet ou que ce soit au cœur du quartier Saint-Esprit, notamment avec le projet de l'îlot vigilante. Si on concertait véritablement la population, si on co-construisait avec eux, notamment au travers d'outils comme des chartes d'urbanisme par quartier, si on faisait intervenir la population en amont, elle n'aurait pas besoin de réagir et ensuite de devoir avoir recours à des collectifs comme celui de l'îlot Vigilant ou Stop Béton. Donc c'est évident que l'une des grosses problématiques, c'est l'absence de la concertation citoyenne. Pour revenir également sur la démarche de M. Etchegaray, et je dirais des différentes listes, et la nôtre en particulier, la nôtre est particulièrement originale, puisqu'au moment des élections municipales, tout le monde essaye de se départir de son étiquette politique. Mais ils ont tous bien fait en sorte de passer des accords en amont pour ensuite faire disparaître ou écrire en tout petit leur liste. Nous avons fait l'inverse. Nous avons abandonné d'entrée nos étiquettes politiques, syndicales, associatives. Nous avons écrit une charte citoyenne. Nous avons rassemblé la population. Plus de 500 questionnaires, plus de 300 personnes qui ont participé à nos événements, des randonnées pédestres dans les quartiers. Et nous avons été les premiers avec cette énergie citoyenne à produire un document de campagne et à sortir une liste dès le mois de janvier. Je crois que certains candidats viennent à peine de sortir leur projet maintenant. Sophie Bussière, vous avez travaillé longuement aussi avec les gens de la société civile. Votre démarche se veut aussi transversale, inclure le maximum de personnes, mais vous avez aussi des partis politiques ou des mouvements qui vous soutiennent. Europe Écologie Les Verts, évidemment, Euskal Herria Bai, nationaliste basque de gauche, et puis la France Insoumise. Et tout ceci est compatible. Oui, tout à fait. Nous sommes une liste citoyenne avec donc beaucoup de personnes qui n'ont pas d'appartenance de carte politique, plus de la moitié, et aussi beaucoup de personnes qui, pour la première fois, je tiens à le souligner, s'engagent dans une démarche municipale et je suis très heureuse de cela. Donc nous avons réussi ce large rassemblement qui a fait envie. Et effectivement, et nous n'avons pas honte, contrairement aux autres candidats ici présents, donc, de dire que nous avons le soutien. Ce n'est pas une alliance de partis, c'est un soutien de 3 partis différents que vous avez cités avec une petite nuance. Nous n'avons pas le soutien de la France Insoumise, mais des militants et militantes de Bayonne, en majorité de la France Insoumise, et nous avons le soutien d'Ensemble Insoumis. C'est une petite nuance, mais je n'ai pas honte de dire que les partis politiques sont encore donc nécessaires à la démocratie, sont des outils, mais qu'il faut bien sûr améliorer, nous sommes d'accord. Monsieur Le Cellier, vous présentez pour une liste de droite, vous êtes membre de La France Debout et vous avez réuni des Bayonnaises et des Bayonnais qui trouvent, et je crois que c'est votre expression d'ailleurs, que M. Etchegaray est à la tête d'une liste que vous qualifiez de centre-gauche ou de gauche. Et donc, vous êtes, comment dirais-je, aux antipodes de ce que l'on a dit jusqu'à présent. Oui, je voudrais rebondir sur l'annonce qui a été faite. Moi, je suis membre de Debout la France, mais ce n'est pas une liste Debout la France, c'est une liste de droite. Donc, elle est classée divers droite à la préfecture. Elle est soutenue par Debout la France, le CNIP, Centre national des indépendants et paysans, et elle n'est pas soutenue par le Rassemblement national. Or, donc, sur votre liste, il y a des membres du Rassemblement national. Il y a quelques encartés sur ma liste. 80% des membres de la liste ne sont pas encartés. Ce sont des Bayonnais qui se sont
ouverts à la politique. Il y en a peut-être 30% de la liste, ce sont des néo-bayonnais depuis une vingtaine d'années, d'ailleurs comme moi. Donc ces personnes ont montré une forte volonté pour monter une liste de droite. Et ça, c'est extrêmement important. Et M. Etchegaray ne représente pas la gauche. Je connais M. Etchegaray, c'est plutôt une liste centriste qui va de LR jusqu'à la gauche. Il y a Mme Ardouin, il y a M. Aguerre, Mme Bizotta. Donc c'est un large rassemblement. Et je veux dire, sur le fond, nous, on a un projet pour la ville de Bayonne. Nous ne sommes pas du tout partisans. Nous souhaitons apporter une clarté politique, donc nous sommes classés à droite, mais nous avons un projet pour tous les Bayonnais. C'est pourquoi cette liste s'appelle Bayonne plurielle. Ce n'est pas opposer les piétons aux automobilistes. Voilà, tout simplement. Bayonne plurielle, c'est parce que ça correspond au projet, non pas à une liste de droite plurielle, comme je l'ai pu le voir sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même l'union des droites, sur Bayonne aussi. L'union des droites, c'est ce qu'a refusé Marine Le Pen. Donc c'est un rassemblement de différentes personnes de droite. 80% ne sont pas encartées, mais elles se disent de droite. Si vous voulez, je n'ai pas fait un tri quand j'ai monté cette liste. Ce sont des personnes qui ont été emballées par le projet et qui m'ont rejoint. Mais à qui vous vous adressez? À quel type d'électorat? On s'adresse à tous les Bayonnais. Oui, enfin tout le monde dit ça. Oui. Non, mais ce qui est extrêmement important dans une élection municipale, c'est d'avoir un projet. De toute façon, on va le décliner dans les prochaines minutes. Mais bien sûr, pour les Bayonnais, c'est important qu'ils aient des références politiques, c'est-à-dire il y a M. Etcheto qui est du Parti Socialiste, M. Berger, M. Etchegaray et Mme Bussière. Mais donc ça, c'est une première chose. Et après, les électeurs pourront se positionner par rapport à un projet politique. Dernier point peut-être sur la vie politique. À gauche, cette union n'a pas été possible. Bayonne vote en général plutôt à gauche à l'élection présidentielle, aux élections législatives, et depuis au moins 1959, sous la Ve République, se donne un maire de centre droit. Alors, que se passe-t-il chez vous? Juste peut-être pour corriger un élément dans votre présentation, nous sommes exactement dans la même configuration qu'aux dernières élections municipales. Nous avons 2 listes de droite et 3 listes de gauche. Ce qui a fait échouer la gauche, c'est l'incapacité de se regrouper au second tour. Notre démarche à nous, très clairement, est une volonté de rassembler les citoyens. Et ce rassemblement, nous comptons l'amener jusqu'au second tour. Donc en réalité, il y a encore une véritable opportunité pour ceux qui veulent faire avancer le progrès social et environnemental. Il y a différents choix, je dirais, au premier tour. C'est toute la force de ces élections municipales pour voir qui les gens veulent placer en tête pour pouvoir porter ce rassemblement de manière extrêmement claire, qui serait le plus en capacité de porter ce rassemblement de ces forces-là. Et ensuite, il y a un second tour. Et c'est au second tour que se gagnent ou se perdent les élections municipales. Je crois que M. Etchegaray est bien placé pour le savoir. Oui, moi je voudrais compléter en disant que s'il y a 5 listes qui s'alignent sur cette élection municipale, c'est bien évidemment que les Bayonnais ne sont pas satisfaits aujourd'hui de la politique qui leur a été servie pendant 6 ans et qu'il y a un espoir de changement. Cet espoir, évidemment, il faut y travailler. Alors, la cuisine politique sur laquelle on a été là, bon, je ne dis pas qu'elle est totalement infondée dans une élection quelle qu'elle soit, mais bien entendu, il s'agit de s'adresser à tous les Bayonnais, en étant clair et transparent sur ce que l'on est. Ma famille politique, tout le monde la connaît, Monsieur Le Cellier l'a rappelé, mais très au-delà de ça, nous espérons, et nous avons, Bayonne Ville Ouverte a eu cette ambition déjà en 2014 et y est quand même pas mal parvenu vu les circonstances, à rassembler des Bayonnais de tous horizons, voilà, et sans masquer qui nous sommes. Vous avez égrené les différents soutiens de M. Etchegaray, et il y en a un qui était lui-même peut-être un petit peu ravi que vous oubliez. Il y a aussi la République en marche, bien entendu, qui le soutient. Et peut-être aussi que c'est un soutien qui est peut-être de nature à troubler une partie de l'électorat, je dirais au-delà de l'électorat, de la population. De la population à gauche comme ailleurs. Et c'est aussi une donnée à prendre en compte.
Mais quel type de dynamique vous attendez dans cette campagne, sachant que lors du dernier scrutin, il y a 6 ans, vous avez été battu de peu, 23 voix, si je ne m'abuse. À l'époque, le Parti socialiste était plus fort qu'il ne l'est actuellement. Est-ce que c'est une donnée qui ne risque-t-elle pas de vous pénaliser ? Ça, je dirais, c'est l'élection qui le dira. Je dirais aussi que la droite était a priori plus forte en 2014 qu'aujourd'hui. Donc on peut renverser un petit peu votre question. Et je crois que tout simplement, c'est aussi l'attente des Bayonnaises et des Bayonnais. Hein. Pour faire beaucoup de porte-à-porte, mais pas simplement depuis cette campagne électorale, pour aller à la rencontre des gens, on sent bien qu'il y a une envie de changement à Bayonne. Les Bayonnais espèrent mieux pour notre ville. Et cette espérance, nous entendons la porter en parlant à tous, bien entendu. Alors nous sommes toujours au premier tour, donc restons sur le premier tour. Le deuxième se jouera un peu plus tard. Justement, troisième, j'allais dire, élément de gauche, avec votre liste Bayonne verte et solidaire. Le programme est déjà donné. Vous-même, comment appréhendez-vous cette élection ? Très bien, parce que, comme vous l'avez rappelé, donc, nous avons réussi un large rassemblement autour de valeurs communes qui sont la diversité. Vous le disiez à l'instant, donc notre nom de liste résume notre programme, c'est-à-dire l'écologie et la justice sociale au cœur de toutes les décisions publiques. Et en ce moment, il y a beaucoup de préoccupations, on les entend, de la population à Bayonne comme ailleurs, autour de l'écologie. Préoccupations face au bouleversement climatique, préoccupations par rapport à la pollution notamment. J'ai envie de dire que si vous êtes préoccupé par l'écologie peut être également une solution. Et on vous le démontrera effectivement avec nos propositions très concrètes en la matière. Bière Bayonna, demain Bayonne ? C'est également un programme. Notre nom est également un programme. C'est-à-dire qu'une fois de plus, je pense qu'il y a un rejet à l'heure actuelle des modalités de fonctionnement de notre monde politique et de ses codes classiques, au travers des institutions, au travers des partis politiques qui ne sont plus identifiés comme des corps intermédiaires efficaces pour représenter la population. Et c'est pour ça que nous avons construit une démarche totalement citoyenne autour justement de 4 valeurs fondatrices que sont justement les solidarités, la transition écologique qui doit être au cœur de toutes les politiques publiques maintenant, la diversité culturelle et linguistique. Bayonne, 35 langues sont parlées à Bayonne. Bayonne, vous-même, vous l'avez présenté, ville basque et gasconne avec 2 langues vernaculaires. Et il y a un élément qui nous tient extrêmement à cœur également, c'est la question de la créativité. Puisque dans l'action publique, on n'a que ce mot à la bouche, on utilise davantage même le terme innovation et on soutient des politiques en matière d'innovation économique, d'innovation sociale. Sauf que le seul domaine dans lequel les acteurs politiques oublient de l'utiliser, c'est dans l'action publique. Et nous voulons être créatifs. Et notre démarche est extrêmement créative. Et nous avons rencontré les citoyens bayonnais qui nous ont aidés à co-construire ce projet. Pas de casting, pas de mercato, pas d'accord, juste les gens qui ont co-construit ce projet et qui étaient déjà en ordre de marche au mois de janvier pour présenter une liste. Je vous propose, si vous le voulez bien, de fermer cette page politique pour parler d'un premier dossier structurant. Il concerne le quotidien des Bayonnaises et des Bayonnais. Il s'agit des transports et de la mobilité. Alors, première question peut-être pour vous, Jean-René Tchegaray. Votre liste s'appelle Bayonne, un temps d'avance. Peut-on dire justement que sur cette question, Bayonne a un temps d'avance? Je pense notamment au trambus et à tous les travaux qui ont impacté évidemment pendant 2 ans et demi, mais il fallait faire ces travaux, la ville et ses voisines, si je puis dire, Anglet et Biarritz évidemment. Alors je voudrais d'abord dire que le sujet de la mobilité n'est pas qu'un sujet bayonnais. C'est un sujet qui concerne tout le bassin de vie. Et d'ailleurs, la politique de mobilité est menée par la communauté d'agglomération et non pas par la seule ville de Bayonne. Maintenant, Bayonne est une capitale. C'est à Bayonne que se trouve l'essentiel des équipements. C'est à Bayonne que les flux de circulation les plus importants sont constatés. Et c'est donc à Bayonne qu'il fallait qu'on puisse trouver la meilleure solution possible pour gérer cette situation où on voit le matin arriver des milliers de personnes qui viennent du nord, de l'est ou du sud, et des personnes qui viennent travailler à Bayonne, puisqu'il y a 31 000 emplois à Bayonne, pour simplement 52 000 habitants, ce qui veut donc dire que beaucoup de personnes font ce déplacement tous les matins et tous les soirs. Alors oui, nous avons mis en place un système efficace. Il commence
à être aujourd'hui perceptible au travers de la ligne 1 qui a été inaugurée il y a quelques mois à peine. Et on le verra encore mieux avec la ligne 2 qui va aller du nord au sud, c'est-à-dire de Tarnos jusqu'au-delà de Bayonne, et où nous aurons donc cette ligne 2 qui va permettre de desservir ce que sont les lieux principaux de flux de circulation. Je veux parler de l'hôpital, 3000 emplois, je veux parler des lycées, je veux parler des collèges, de tous ces établissements qui, aujourd'hui, reçoivent du public qui ne vit pas nécessairement à Bayonne. Alors, l'enjeu de ce mandat aura été, et surtout depuis 2017, puisque aussi bien il a fallu que la communauté d'agglomération soit créée pour donner un coup de boost à la politique de mobilité, et moi je me réjouis aujourd'hui qu'on soit sur la bonne voie. Est-ce que ce trambus a d'ores et déjà obtenu des résultats? Est-ce qu'on peut les quantifier? Oui, alors les résultats, évidemment, ils seront contestés peut-être par mes collègues, je le comprends tout à fait. C'est 40% d'augmentation de la fréquentation du trambus s'agissant de la ligne 1. On a eu 1 million de visiteurs, ou tout au moins de passagers, sur 6 mois, et on a donc des résultats qui sont tangibles. Alors, je sais qu'au début de la mise en fonctionnement de ce tram, on a eu quelques difficultés techniques, tenant notamment à un problème de logiciel dans les feux rouges. Aujourd'hui, nous sommes à une cadence qui est de l'ordre de 10 à 11 minutes entre le passage de deux bus. Ce qui veut donc dire que pour la ligne 1, celle-là seulement, les choses sont déjà efficientes. Alors on sent, Henri Etcheto, piaffé. Non, je ne piaffe pas, mais je pense qu'un tel discours d'autosatisfaction n'est quand même pas entendable. Aujourd'hui, il faut le dire, les déplacements sont quand même l'un des points noirs majeurs de notre ville et de notre agglomération, que ce soit d'ailleurs à vélo, en voiture ou en transport en commun. Voilà. Alors, on peut avancer des chiffres. Le problème, c'est que M. Etchegaray nous parle de tram plein quand tout le monde voit des bus vides, en réalité. Alors, bien entendu, il y avait des difficultés qui étaient transitoires et liées à des difficultés techniques et de mise en place, mais il y a d'autres problèmes plus sérieux. Bien sûr qu'il fallait le faire. Il aurait fallu le faire avant. Ce projet, en réalité, il était prêt à partir en 2014. Et il a été retardé par des atermoiements coupables en matière de gouvernance. Et puis, il a été aussi gâché par une politique de com, en réalité. Vous avez commencé là-dessus, d'ailleurs, à Yandé, un temps d'avance. Je crois que là, c'était un large temps de retard. Et je dirais que ce matraquage de communication dans le mauvais sens a été contre-productif. Il a finalement, quand on a vu la distorsion entre la réalité et la communication, il a contribué à décrédibiliser le transport en commun, alors qu'au contraire, l'enjeu maintenant, il va falloir réparer, c'est de le réhabiliter, je dirais. Mathieu Berger, on parle d'1 million de... Ouais, non, mais nous avions un temps de retard en matière de transport public sur notre agglomération et nous l'avons gardé. Et je dirais, c'est pas la faute au projet théorique du trambus, parce que les plans du trambus étaient plutôt bons. On a choisi le gadget technologique et la communication plutôt que l'efficacité de l'infrastructure. C'est-à-dire que c'était un projet qui était prévu pour être à 90% en site propre. C'est-à-dire que le bus, vous l'appelez bus ou trambus, ne se mélangeait pas à la circulation. Or, c'est le fait qu'ils viennent se mélanger à la circulation qui fait qu'on mette 45 minutes pour aller à Biarritz. Or, les gens, pourquoi ils prennent le transport en commun? Quand il y a la fréquence, quand c'est efficace et quand c'est pas cher. Et là, il y a un véritable échec. Même échec, on n'a même pas respecté la loi concernant les vélos. La loi LOR obligeait normalement, à partir du moment où on fait des voies de transport public, d'avoir des voies vélo. On ne l'a pas fait. Bayonne n'est cyclable qu'entre 20 et 30%. Nous avons pour projet de rendre Bayonne cyclable à 90%. On a fait des projets aussi de communication. On dit qu'on veut favoriser le report modal et sans condition, on va aller financer l'utilisation de l'autoroute. Au niveau des transports, on a un outil extraordinaire qui est le syndicat des mobilités, qui a une capacité de financement extrêmement importante. Il faut bien se rendre compte que le projet de Tramus, c'est 160 millions d'euros d'investissement. C'est le projet d'investissement le plus important en Pays Basque. Il nous reste une ligne à faire. Il faudra déjà corriger ce qui a mal été fait sur la ligne 1, justement remettre du site propre, permettre justement la cyclabilité des voies et faire en sorte que cette deuxième voie elle-même soit totalement en site propre. Les autres éléments, le syndicat des mobilités commence à le faire.
On parle de l'entrée à Bayonne. Il y a un projet extrêmement intéressant qui a été mis en place en coopération entre la région, le syndicat des mobilités et la communauté d'agglomération Pays Basque. C'est une fréquence interurbaine entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne et Cambo-Bayonne pour faire un RER basque. Il reste 4 branches à l'étoile ferroviaire. Ce sont des projets qu'il faut co-construire également avec la région Nouvelle-Aquitaine pour permettre une mobilité multimodale. L'enjeu, c'est celui-là, des offres avec de la fréquence peu chère et avec une efficacité de transport. Sophie Bussière, vous l'écolo, ce trambus, vous devez applaudir. Alors, pas du tout. Je partage effectivement les critiques qui ont été effectuées. Je le disais tout à l'heure très rapidement, demain, la France aura dépassé ce qu'elle devait émettre en gaz à effet de serre sur 1 an, en seulement 2 mois et quelques jours. C'est les associations environnementales qui ont aujourd'hui alerté là-dessus. Les transports, c'est vraiment un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, avec aussi les bâtiments, l'agriculture. Et donc là, il y a vraiment une urgence à agir. Nous dénonçons effectivement ce qui a été fait au niveau du trambus. Il fallait le faire. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit par Mathieu Berger sur la façon, le projet initial et la réalité. Au-delà de la communication, effectivement, il y a beaucoup à reprendre. Donc nous proposons une offre de transport diversifiée. Il faut vraiment proposer aux personnes, aux Bayonnaises, aux Bayonnais et au-delà, au niveau de l'agglomération, des alternatives aux tout-voitures. C'est à la fois un impératif écologique, mais c'est également une nécessité économique. C'est là que l'on voit justice sociale et écologie sont liées. Il y a actuellement, pour la plupart des familles, la nécessité d'avoir 2 voitures, voire plus quand il y a un enfant adulte pour aller tout simplement étudier, puis aller travailler. C'est vraiment un coût énorme pour le budget des familles et c'est, d'un point de vue environnemental, bien sûr, catastrophique. Donc, on ne peut pas culpabiliser les gens et leur dire de laisser la voiture au garage s'il n'y a pas la possibilité de se déplacer autrement. Mathieu Berger a évoqué tout à l'heure l'intermodalité. Il faut avoir la possibilité de prendre le transport en commun. Il faut que ce soit pratique. Il faut donc des sites propres. Il faut que ça aille rapidement. On ne peut pas mettre 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes pour aller de Bayonne à Biarritz. Ce n'est pas possible. Il faut également que ce soit accessible, pratique. Le vélo, c'est totalement un impensé politique. Le vélo, ce n'est pas uniquement pour aller se balader. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent aller au travail à vélo. Il faut impérativement que le vélo trouve parfaitement sa place. Il faut une continuité dans les pistes. Ça ne veut pas dire des pistes cyclables partout, ce n'est pas possible, mais une continuité, il y a plein de solutions. Il faut également la sécurité et l'intermodalité. Donc, il faut aussi pouvoir se garer près de la gare, en vélo, etc. Donc, il y a vraiment tout à reprendre et il faut aller beaucoup plus vite. C'est vraiment un secteur qui pollue beaucoup et qui pèse sur le budget des familles. Ça veut dire donc oui au trambus, oui au vélo, l'automobiliste n'a plus sa place dans la cité. Alors on ne peut pas dire ça du jour au lendemain puisqu'on est tellement loin, mais il faut proposer des alternatives pour essayer d'avoir de moins en moins effectivement de voitures en centre-ville et ailleurs. Mais il faut avoir le choix. On ne peut pas juste se contenter de culpabiliser les gens, ce n'est absolument pas possible. Monsieur Le Cellier, justement, qu'est-ce que vous proposez alors ? Bon, le trambus, il a démarré en 2012, donc c'est vrai que ça a mis du temps à arriver, mais il est là et il va falloir l'exploiter le mieux possible. Et la mobilité, ce n'est pas que le trambus, c'est des voitures, des piétons, des cyclistes. Il faut que tout ça puisse circuler. On ne peut pas exclure les voitures de Bayonne, il y en aura toujours, et il faut faire en sorte que ces voitures circulent mieux. Il y a peut-être des travaux à faire sur certains ronds-points. Les pistes cyclables, il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas sécurisées. Donc il faut peut-être faire moins de pistes cyclables, mais sécurisées. Il faut peut-être aussi revoir le sens de circulation de certains boulevards. Donc il faut un véritable plan de circulation dans Bayonne. Pourquoi ? Nous, on souhaite mettre à titre expérimental des navettes dans certains quartiers, qui répondent à la demande des habitants de Bayonne, notamment les plus anciens. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment un raisonnement global concernant la mobilité et ne pas exclure les voitures. Il faut que tout cela puisse fonctionner et répondre aux besoins des habitants de Bayonne. Il y a également faire correspondre les trains avec les bus. Donc mieux coordonner le fer et les bus. Donc on voit que c'est un schéma global qu'il faut mettre en place. Et là c'est peut-être plus du ressort de l'ACBA, enfin de l'ACBA, la Communauté d'agglo Pays Basque, de faire en sorte que tout cela puisse fonctionner. Et par ailleurs, subventionner les autoroutes,
qui gagnent déjà pas mal d'argent. Certes, c'est pour justement dévier les voitures du centre de Bayonne. Certes, il faut faire quelque chose. Mais ça ne va pas enlever le fait que ces conducteurs vont prendre leur voiture pour contourner Bayonne. Donc on ne règle pas le problème de fond, qui est une meilleure circulation dans l'agglomération. Donc il y a des points névralgiques à améliorer au niveau circulation des voitures. Alors vous voulez réagir, Oui, Henri Etcheto, et on donne la parole un à dernier Jean-René point Tchegaray aussi, pour terminer. nous sur ce pensons dossier. aussi qu'il faut, Pardon, oui. qu'il faut expérimenter aussi la gratuité. D'ailleurs, elle existe déjà, la gratuité. Il y a la navette fluviale et les navettes électriques. Alors justement, il y a Donc, certaines quelque part, c'est communes pas en impossible. France qui évoquent l'idée d'une gratuité totale des Il y transports en a en qui l'ont commun. déjà fait. Même le Luxembourg. Il y en a qui l'ont déjà fait. Oui, Mais je vais enfin, il y a vous quelqu'un qui paye, de toute façon. Je vais vous expliquer, Quelqu'un ou- mais c'est déjà le cas, Paul, puisque les transports publics sont déjà quasi gratuits. Puisque le taux de recouvrement, c'est-à-dire ce que l'on paye avec son ticket, va entre 10 et 30% du voyage. 30% quand les trains et les bus sont pleins, quand ils sont vides, vous arrivez à moins de 10%. Donc on est déjà sur une logique de gratuité. Et c'est payé par un impôt, c'est payé par le fameux versement de transport que payent les entreprises. Et c'est peut-être pour ça que les entreprises, elles attendent aussi qu'on ne fasse pas des gadgets comme peut-être un passeur fluvial qui, à niveau touristique, est extrêmement efficace et on pourrait nous donner des statistiques de fréquentation extraordinaires. Mais ce n'est pas la vocation d'un syndicat des mobilités que de faire du transport touristique. Il est en charge du transport domicile-travail des salariés et c'est pour ça que c'est payé avec le fameux impôt qui s'appelle le versement de transport. On a voulu faire là aussi, mettre la cerise sur le gâteau sans avoir fait le gâteau. Donc nous prenons l'expérimentation de la gratuité, vu que c'est d'ores et déjà quasi gratuit. Et dans les villes où ça a été testé, on voit quoi? Une explosion de la fréquentation des transports publics. Au moment où nous sommes par rapport aux problématiques environnementales, la problématique des gaz à effet de serre, nous pensons qu'il est plus logique d'utiliser de l'argent pour prôner la gratuité dans les transports publics que de subventionner les gens pour qu'ils utilisent leur voiture individuelle pour prendre l'autoroute. Henri Etcheto, et puis, bien sûr, Jean-René Tchegaray répondra. Oui, il y a des choses qu'on partage évidemment. En effet, une fois qu'on a posé le constat, comment on fait, qu'est-ce qu'on propose pour aller vers un basculement des usages, bien entendu. Sur le transport en commun, il doit y avoir une démarche, une réflexion sur la gratuité. Mais d'ores et déjà, la ville de Bayonne pourra prendre des mesures immédiates pour aller dans ce sens. Et ça serait d'offrir la gratuité pour des catégories particulières. C'est ce que nous proposons pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap, pour les jeunes, d'expérimenter déjà. Ça serait évidemment un premier jeton sur le débat qui se fera au niveau de l'agglomération, bien entendu, mais ça aura aussi l'intérêt de rendre un service immédiat, parce qu'on est là quand même aussi pour rendre des services aux habitants en matière de déplacement et notamment à des populations qui en ont peut-être le plus besoin. Je dirais aussi qu'on ne peut pas se contenter, on a parlé de transport en commun. Cette ville et cette agglomération n'a pas aujourd'hui un réseau, je parle de réseau, pas de petits bouts de pistes cyclables, un réseau de voies cyclables réservées, cohérentes et qui permettent des déplacements qui ne soient pas uniquement des déplacements de loisirs, bien entendu. Et puis, évidemment, étoffer le tout avec un réseau peut-être ferré ou utilisant en partie les voies ferrées sur la couronne périurbaine et rurale de l'agglomération. Alors Jean-René Tchegaray, vous entendez vos opposants. Vous êtes dans l'exercice du pouvoir, Oui. donc vous avez peut-être une perception un peu peu des Mais choses. je me demande si on parle de la même chose. Oui. Déjà, M. Le Cellier parle du tram dès 2012. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Le tram, on a commencé à y travailler en 2017, s'il vous plaît, il y a 3 ans. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on a déjà une première ligne qui est effective. Alors qu'il faille, en effet, rattraper un certain retard. Parce que c'est vrai que nous avons, sur ce sujet, ici comme ailleurs, du reste, pris un certain retard. Mais nous le rattrapons de la manière que je viens d'indiquer. Après, je vois aussi Madame Bussière venir dire que les transports sont le domaine dans lequel nous avons le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, elle le sait comme moi, c'est l'agriculture. Tout le monde le sait. C'est l'agriculture à 38%. Et que le transport vient en seconde position, juste avant l'habitat. Alors, moi, je veux tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'on a une campagne électorale qu'il faut raconter aussi à la population n'importe quoi. Je pense qu'il faut travailler tout ça. Il faut travailler à la fois les conditions de l'économie énergétique dans les maisons.
et on s'y emploie à la communauté d'agglomération. Du reste, on s'y emploie tellement que nous avons adopté, sur ma demande, un plan climat-énergie du territoire. À peine 2 ans et demi que nous sommes installés à la communauté d'agglomération et nous avons déjà notre PCAET. Alors là, c'est-à-dire et là, c'est un document qui permet, pas seulement à la ville de Bayonne, mais à l'ensemble des membres de la communauté d'agglomération, les 150 communes, comme chacun le sait, de voir les domaines dans lesquels il faut intervenir. Maintenant, c'est vrai que c'est la communauté d'agglomération qui doit être l'initiateur ou l'initiatrice de cette démarche politique, mais après, c'est effectivement aussi aux communes d'y participer d'une manière ou d'une autre. Alors, si je peux me permettre. Du plan climat, air et... Pardon, oui, il s'agit du plan climat, air, énergie territoriale. C'est ça. Voilà. Excusez-moi, le document est très bon. Mais le plan de déplacement urbain qui prévoyait le site propre à 90%, qui prévoyait qu'on mette des pistes cyclables à côté du site propre, était extrêmement bon. La problématique qui est posée aux élus, c'est comment on met en place ce type de document. Quelles priorités on met en termes d'investissement? Je vais vous parler de l'assainissement, c'est une compétence de l'agglomération. Mais là, on vient de voter le permis de construire de la station d'épuration de Saint-Bernard. La station d'épuration de Saint-Bernard est prévue pour accueillir 5000 personnes. Ça fait 10 ans qu'il y a 15 000 personnes qui sont embranchées dessus. Et c'est pour ça que l'été, nous avons les eaux de baignade qui sont polluées par des pollutions bactériologiques et que nous devons fermer les plages. Donc, que sur nos schémas, nous soyons bons. Ce document est excellent. La question qui se pose ensuite aux élus, c'est quelles sont les priorités politiques et en termes d'investissement. Donc on ne va pas contester ce document. Nous-mêmes, nous le citons dans notre document de campagne. Moi, je suis prêt à parler de la politique d'assainissement. M. Berger part d'un sujet à l'autre. Moi, la politique d'assainissement, je suis prêt à vous en parler. Si vous voulez. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous parlez d'environnement. Mais écoutez, les rejets de la station d'épuration de Saint-Bernard, puisqu'il est question de ça. Mais oui, mais si vous voulez rentrer dans les dossiers, il faut aller jusqu'au bout. La station d'épuration de Saint-Bernard, les travaux sont actuellement en cours et effectivement on mettra un terme à une situation anormale dans laquelle nous avons vécu quelques années et où effectivement il y a pu y avoir des rejets de cette station comme d'ailleurs d'autres stations du Pays Basque et on s'intéresse à toutes, celles qui sont à Bidart, celles qui sont également à Saint-Jean-de-Luz et aussi celles qui se trouvent à Bayonne pour Saint-Bernard. Alors voyons, ne mélangeons pas tout. On travaille sur la politique de l'assainissement où on met actuellement près de 250 millions d'euros en investissement pour tout le Pays Basque. Je crois que de ce point de vue, on n'est pas en retard. Parce que nous avions du retard, justement. Justement, premier dossier structurant a été abordé et on s'y attendait un peu, évidemment. Intervient la question de la communauté d'agglomération. C'est le grand changement depuis ces 6 dernières années. Il y a 6 ans, elle était en devenir. Aujourd'hui, elle existe et vous en êtes le président, Jean-René Tchegaray. Alors, une première question peut-être à Sophie Bussière et après, je donne la parole à Monsieur Le Cellier sur cette structure, parce que est-ce que l'on comprend bien les gens que vous rencontrez à Bayonne, j'imagine, voient bien qu'il y a une élection municipale, mais derrière, immédiatement, il y a une élection à l'agglo, et sur votre liste, vous avez voulu aussi très clairement, j'allais dire, flécher la question. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est important de rappeler qu'il y aura les 15 et 22 mars prochains une double élection communale et communautaire. Donc nous, notre binôme tête de liste, c'est également, au-delà de la parité, pour qu'il y ait de temps en temps des femmes sur les plateaux, c'est pour incarner cette double élection avec l'engagement très ferme de Jean-Claude Iriart, si donc les Bayonnaises et Bayonnais nous font confiance, de ne pas candidater pour l'exécutif à la communauté d'agglomération. Donc nous, bien entendu, nous sommes favorables, nous étions tous favorables à cette agglomération. D'ailleurs, on doit mettre au crédit de M. Jean-René Tchegaray donc son implication personnelle dans la construction de cette grande communauté d'agglomération, puisque les autres maires étaient hostiles, enfin des grandes villes en tout cas. Cependant, on voit qu'après, au niveau démocratie, gouvernance, il y a beaucoup à faire. Hein. C'est vrai que si on prend sur le point de la parité, par exemple, au niveau de l'exécutif, c'est pas du tout ça. Hein, les chiffres sont catastrophiques. Et après, de point de vue plus général, qui n'est pas du tout à charge contre M. Etchegaray, c'est qu'effectivement, les habitants du territoire se sentent assez éloignés de cette grande communauté d'agglomération. Et comme on l'a vu depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées. On vient de parler des transports, de l'assainissement.
Donc il y a des compétences très importantes et donc il faut veiller effectivement à ce que cette agglomération soit quand même au plus près des habitantes et des habitants, à leur service. Alors Jean-René Etchegaray, vous allez peut-être nous donner une réponse ce soir. Est-ce que vous serez, si vous êtes réélu à la tête de la ville de Bayonne, hypothèse d'école, est-ce que vous serez à nouveau candidat à la présidence de l'agglomération Pays Basque? Je vais répondre à votre question, mais auparavant, je voudrais quand même dire une chose sur cette communauté d'agglomération. Effectivement, j'étais le seul élu ou maire de l'ancienne communauté Coteau-Basque-Adour à vouloir la création de cette intercommunalité. Persuadé que j'étais que nos politiques publiques ne peuvent être menées qu'à cette échelle. Sur les questions de transport, on en a parlé. Sur les questions d'habitat, on va peut-être en parler aussi tout à l'heure. Enfin, tous les grands sujets de politique publique relèvent désormais de la communauté d'agglomération. Alors, bien sûr qu'il y ait des imperfections. Alors, la parité, je suis un des partisans, sauf que la loi est ainsi faite que 2/3 des communes du Pays Basque n'ont pas besoin de prévoir la parité. Parce qu'elles ont moins de 1000 habitants. Parce qu'elles ont moins, voilà. Alors, vous savez, 2/3 des communes du Pays Basque, dont plus de 111, aujourd'hui, n'ont pas cette obligation. Alors, ce qui fait que si effectivement arrive, ce qui était le cas jusqu'à maintenant, 25% de femmes au conseil communautaire, parce que c'est le résultat des élections municipales. On ne peut pas vouloir au président de la communauté d'agglomération de ne pas faire cette rectification. Écoutez, vous êtes juriste vous-même, vous savez quels sont les effets pervers de toute règle juridique. En voilà une. Alors maintenant, j'ai quand même réussi à rectifier les choses en termes de parité. Je suis très attaché à cette question de parité. Vous avez promis de répondre à ma question. Oui, je vais répondre. Mais à cette question de parité où effectivement, j'ai essayé et au conseil permanent et surtout au conseil exécutif d'avoir un certain nombre de vice-présidents ou de conseillères délégués qui étaient des femmes. Et j'ai rectifié, je serais tenté de dire, autant que faire se peut, mais peut-être même largement le tir. Alors, serais-je candidat parce que c'est le seul sujet qui vous intéresse. Alors, je comprends. Écoutez, la question... Les électeurs, surtout. La question, oui, ben, les électeurs... Mais c'est pas rien. Écoutez, moi, on ne me pose pas la question nulle part de savoir si je serai candidat à la communauté. Et je ne me la pose pas non plus. Alors, je voudrais vous dire une chose. Je n'étais pas candidat en 2017, initialement. Et pourquoi les collègues m'ont demandé de me présenter à cette élection? Mais écoutez, tout simplement parce qu'ils pensaient que tout simplement celui qui avait été militant de cette affaire jusque-là avait peut-être, était peut-être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités. Vous en étiez un peu vous-même convaincu? Alors en 2020, j'en étais convaincu. J'étais convaincu qu'il fallait l'institution, mais pas nécessairement que j'en sois le président. Et écoutez, mais je crois qu'il faut quand même admettre une chose. C'est une chose de créer une institution, et après on passe. Moi, je sais bien que, d'abord, je peux très bien ne pas être réélu aux prochaines élections municipales, dont la question ne se posera même pas. Et à supposer que je le sois, eh bien, je me poserai la question après. Parce que, malgré tout, il faut se poser toute une série de questions autour de ça. Parce qu'on a presque l'impression que c'est une question idéologique. Il ne faut pas qu'un maire soit président de la communauté d'agglomération. Alors, je crois qu'il faut aujourd'hui se poser la question de savoir quelle est la personne la plus en capacité de pouvoir exercer cette responsabilité, que cette personne soit maire ou pas maire, que ce soit un homme ou une femme. C'est la seule question qui compte. Je voudrais rappeler quelque chose pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. 158 communes du Pays Basque sont réunies au sein de cette agglomération. Vous avez parlé de la date 2017. C'était le moment de la création de cette agglo XXL, comme on l'a appelé. Et permettez-moi juste de vous rappeler qu'effectivement, c'est la deuxième agglomération de la Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a un poids pour le Pays Basque au moment de négocier avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'État. Peut-être justement une question, monsieur Le Cellier. Je me doute que vous êtes attaché aux institutions de la République. On vote effectivement, c'est écrit municipal 2020, et finalement une partie de ce pouvoir, de ces compétences part vers une agglo pour justement partager les questions, mutualiser, etc. Quel est votre sentiment par rapport à cette structure ? Le problème, c'est le bon périmètre. Parce qu'avec la loi NOTRe, qui devait finalement clarifier le rôle des institutions publiques, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a toujours la commune, la communauté de communes, le département, la région, etc. etc. Le fameux millefeuille. Le fameux millefeuille qui existe toujours. Et donc,
moi, je n'étais pas favorable à cette communauté d'agglomération. Elle existe. Bon, donc maintenant, on va faire avec, il va falloir l'améliorer. Pourquoi je n'étais pas favorable? Parce que si on prend l'exemple de Bayonne, le port de Bayonne, il y a la commune de Bayonne, il y a la communauté d'Agglo, juste à côté, il y a la communauté du Seignan, il y a le département des Landes, et puis au-dessus, il y a la région. Donc ça fait beaucoup de collectivités pour gérer, disons, un bassin de vie. Donc tout ça est un frein, finalement, en termes de décision rapide. Donc ça provoque de l'inertie dans les prises de décision politiques. Et Monsieur Etchegaray n'était pas d'accord sur le fait que le trambus, moi j'ai des plaquettes qui datent de 2012, donc ça a commencé du temps de Monsieur Grenet. Certes, ça a mis du temps pour diverses raisons, mais c'est peut-être l'exemple type que aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de résultats par rapport au trambus. Alors, quel est l'inconvénient? Quels sont les inconvénients de la communauté d'agglo Pays Basque? Il y en a deux. Moi, j'en vois deux. C'est quels sont les besoins de la ville de Bayonne par rapport à une ville comme Mauléon? Parce que ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc je pense que pour M. Etchegaray, ça ne doit pas être très simple de gérer cela. Ensuite, c'est le rapport entre le citoyen et l'élu, qui se distend, comme on peut faire le rapprochement avec l'Union européenne, qui se distend également des citoyens français. Donc, au fil des années, on a délégué le pouvoir à des personnes qui s'éloignent de plus en plus du citoyen. Donc ça, c'est une première chose. Alors, comment remédier à cette chose? C'est compliqué maintenant, mais je pense qu'il y a quand même des voies possibles. C'est faire en sorte que peut-être que l'on peut s'appuyer sur des bassins de communes éloignés. Je prendrai les anciens cantons qu'il y avait avant. Peut-être faire des groupements de communes, comme le canton de Bidache, par exemple. Il y a une petite commune comme Bergouet-Vieille-Nave. Bon, peut-être besoin de se rapprocher avec Bidache. Travailler de manière quand même par petits groupes pour que ces élus, ces citoyens puissent exprimer quelque chose qui soit entendu par le pouvoir central de l'agglomération. Et donc donner plus de compétences à ces personnes, à ce petit bassin d'élus. Voilà. Henri Etcheto, votre position par rapport à cette structure vis-à-vis de laquelle vous étiez peut-être un peu critique ou pas? Oui, mais comme ça a été dit, l'agglomération existe aujourd'hui. Donc on fait avec. Il s'agit de la faire mieux fonctionner, parce qu'aujourd'hui, en effet, ça a été rappelé par tous les participants, son fonctionnement n'est pas idéal. Et puis, je dirais aussi que surtout, il faut que cette agglomération soit utile à ses habitants dans les politiques que nous examinons. Nous avons commencé à parler avec les déplacements. Donc je voulais revenir juste 2 petites secondes sur l'intervention de M. Etchegaray tout à l'heure, qui n'a quand même pas été un modèle de sincérité, de transparence. Et je crois que ça, quand même, on le doit aux électeurs sur la présidence de la communauté d'agglomération Pays Basque. Il n'y a pas d'interpellation. Moi, je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération si je suis maire de Bayonne, mais je ne donne pas de leçons aux autres qui pourraient le faire ou non. Mais je pense quand même que les Bayonnaises et les Bayonnais et les habitants de l'agglomération ont besoin de le savoir. Ou à l'inverse, est-ce que si M. Etchegaray était élu président de la communauté d'agglomération, est-ce qu'il resterait maire de Bayonne? Ça, je crois que les Bayonnais auraient besoin de savoir si ça serait lui ou quelqu'un d'autre dans son équipe qui assumerait ça. Parce que je pense que là, c'est le minimum de la démocratie. Et on est quand même là pour devoir ça aux électeurs. Monsieur Etchegaray, peut-être? Écoutez, c'est les journalistes qui posent des questions. A priori, ce n'est pas M. Etcheto. Non, mais voilà, si vous aviez voulu réagir. Mathieu Berger, et après on passe sur notre deuxième dossier. Oui, mais sur l'agglomération, quand même, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Bon, tout d'abord, nous estimons, et notre collectif citoyen a estimé qu'aujourd'hui, on ne peut pas être président de la deuxième agglomération de Nouvelle-Aquitaine, comme vous l'évoquez, et maire d'une ville de plus de 50 000 habitants. Et c'est pour ça que ce collectif a placé un binôme en tête de liste avec ma collègue Sophie Herrera qui, elle, serait en position de prendre des compétences exécutives, justement, en discussion avec les autres élus à ce moment-là. Et si jamais nous étions amenés à gagner ces élections et, pour ma part, être maire, je ne postulerai à aucun poste exécutif de la communauté d'agglomération. Mais c'est une position de principe ou c'est une manière d'expliquer qu'on ne peut pas faire les deux? Non, c'est une manière d'expliquer qu'on ne peut pas faire les deux. On ne peut plus être élu de 18h à 20h. Quand on gère une ville de 50 000 habitants, il faut s'y consacrer de manière extrêmement claire. Un autre point par rapport à Monsieur Le Cellier. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, c'est sur la question du périmètre. Peut-être que l'agglomération n'est pas le bon périmètre pour toutes les politiques publiques, mais pour un très grand nombre de politiques publiques, c'est le bon périmètre. Le climat, l'environnement, les transports, le développement économique, l'assainissement.
Alors peut-être aussi que l'agglomération, elle s'est dotée d'un peu trop de politique, puisqu'elle a voulu développer 21 politiques, et un petit péché originel. Nous n'étions pas d'accord sur le vote avec Henri Etcheto, mais nous étions d'accord quand même sur l'analyse. Et ce péché originel, c'était le pacte de gouvernance et le pacte fiscal. Le pacte de gouvernance, on vient d'en voter un nouveau à la fin du mandat, donc quelque part on a été entendu. Les communes avaient besoin d'ingénierie, ils avaient besoin davantage de proximité, ce qu'on disait par rapport aux citoyens. Par contre, la question du pacte fiscal n'a pas été réglée, et ce qui fait que nous avons d'ores et déjà une agglomération surendettée avec un ratio de désendettement à 10 ans. Donc c'est-à-dire que nous avons de très très belles politiques sur le papier, mais nous n'avons pas la capacité financière de mener ces politiques. Et d'une certaine manière, l'exécutif sortant, mais il laisse cette responsabilité, je dirais, au futur exécutif de traiter cette question. J'aurais bien aimé qu'au même moment où on vote un pacte de gouvernance lors de la dernière séance, on vote également un nouveau pacte fiscal. Simplement, on laisse le bébé à ceux qui vont succéder à cet exécutif. Je trouve en termes politiques, c'est un peu dommage. Et ce que je trouve dommage, quelque part, c'est que nous ne soyons pas en capacité de porter toutes ces politiques pour lesquelles nous avons pris des compétences, en termes de développement économique, en termes de transport. L'assainissement, c'est peut-être l'assainissement justement qui est le premier budget d'investissement de l'agglomération, mais du fait du retard qui a été pris dans ces domaines. Donc je pense que les futurs élus de l'agglomération auront un vrai challenge en termes de priorisation des politiques publiques, et vont devoir affronter le mur budgétaire qui se dresse devant eux et que nous avons constaté lors de la dernière séance budgétaire à l'agglomération. Alors si vous le voulez bien, nous passons à l'autre dossier structurant, c'est le logement, l'urbanisme, évidemment. C'est une question prégnante. Monsieur Lescellier, vous, quelle politique d'urbanisme vous souhaiteriez, vous voudriez mettre en œuvre pour Bayonne? Une ville qui a vraiment changé sur ces 6 dernières années, d'ailleurs. Bon, l'exercice est difficile parce qu'on prend thématique par thématique, alors que c'est une politique globale qu'il faut mener. Et un maire doit avoir une vision globale à 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans de sa ville. Et nous pensons qu'il faut mettre un frein à la construction, à la densification de Bayonne. Parce qu'on a bien vu qu'il y a des problèmes de transport en commun. La population continue d'augmenter. Donc nous sommes favorables bien sûr à freiner cette densification et en gros faire une pause pour mettre à jour les infrastructures manquantes dans Bayonne. Donc il faut déjà régler le problème des transports en commun, on en a parlé. Il faut également faire en sorte qu'il manque certaines écoles dans certains quartiers. Il y a des quartiers qui se développent, il manque beaucoup de choses. Et il manque peut-être des terrains de sport, une maison de la vie citoyenne, une maison intergénérationnelle. Il faut, par exemple, si on prend le cas d'Aroussets, créer une sorte de village bayonnais où on puisse vivre dans ce quartier. Notre projet, disons, symbolique, c'est de faire entre le pont Saint-Esprit et le pont Rouge un parc botanique, arboretum, qui manque dans le centre de Bayonne. Certes, il y a la plaine d'Anceau, qui est un très bel outil, mais dans le centre-ville, qui est quand même très densifié, il manque un espace vert. Et on a également d'autres projets, type une salle de conférence, spectacle en aval du pont Rouge, parce que Bayonne doit avoir un dynamisme économique. Mais ne plus construire, Pascal Lescellier, vous dites qu'il faut arrêter les constructions, stopper l'urbanisme. Arrêter les constructions. On fait comment ? Il faut arrêter les constructions. Excusez-moi, et pour compléter la question justement de Paul, je voudrais savoir, ça veut dire qu'on n'accepte plus de personnes qui ont envie de venir s'installer à Bayonne? Je sais que mon propos est caricatural, mais oui. Voilà, c'est-à-dire que comment justement essayer de mener une telle politique? Il faut avoir une forte volonté politique. Pour l'instant, il s'agit de digérer les 10 000 habitants de plus dans Bayonne. Donc ça passe par une forte volonté de freiner. Ça ne veut pas dire arrêter complètement, évidemment. Il y a besoin d'équipements publics. Donc ça, c'est extrêmement important. Et après, il y a le rôle de l'agglomération. Bayonne a 26% de logements sociaux, donc est dans le quota. Les villes avoisinantes n'ont pas leur quota de logements sociaux, donc c'est une politique qui doit se mener au niveau de l'agglomération. Concernant le logement social, c'est plus une politique, oui, qui doit être menée au niveau de l'agglomération. Mais ça dépend quelle finalité on veut avoir de sa ville. Soit on construit. Certes, Bayonne est attractive, mais je pense que pour l'instant, il faut faire une pause, parce que autrement, on parlait de pollution.
pollution. Mais comment voulez-vous régler les problèmes de pollution dans Bayonne si on continue à construire de la même manière alors qu'on n'a pas réglé les problèmes de déplacement? Je pense qu'il faut procéder étape par étape, avoir un peu de méthode pour faire en sorte déjà de régler ces problèmes d'infrastructures manquantes. Alors Sophie Bussière, stopper l'urbanisation, créer un arboretum, ça vous parle ? Alors, il y a des choses qui me parlent. Alors, nous, sur le logement, nous avons un certain nombre de principes qui doivent nous guider. C'est vrai que c'est pas facile d'aménager une ville, et à Bayonne, qui est une magnifique ville, qui est attractive, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent vivre, donc il faut tenir compte de cela. Premier principe, il faut stopper l'étalement urbain. Il faut arrêter d'artificialiser les sols. Il faut vraiment préserver cela, c'est très important. On n'a pas parlé tout à l'heure d'ailleurs, quand on parlait de la CAPB, d'une autre compétence importante, l'agriculture. Et il faut penser déjà comment on va pouvoir nourrir tous ces gens qui arrivent. Il faut bien évidemment, donc l'agriculture c'est plutôt à l'intérieur du Pays Basque, mais il va falloir aussi développer une agriculture en complément. C'est pas ça, il n'y aura pas d'autonomie alimentaire dans Bayonne bien sûr, une agriculture urbaine. Donc il faut préserver les zones encore non construites. Je pense notamment au maraîchage de façon globale au Pays Basque. On est en retard au niveau de la souveraineté pour les fruits et les légumes, etc. Donc, il faut penser à cela. Donc ça, c'est un des premiers principes qui nous guide. Ensuite, on dit souvent, les écologistes, vous voulez densifier au maximum, construire la ville sur la ville. Alors après, il faut du bon sens. À Bayonne, il y a des secteurs qui sont déjà très denses. On ne va pas non plus aller densifier là où c'est déjà tout construit. Donc il faut du bon sens qui nous guide également. Sur le logement social, je m'inscris en faux sur ce qui vient d'être dit. C'est sûr que Bayonne, contrairement aux villes voisines, il y a 26% de logement social, mais entre guillemets, il y avait de l'avance, puisqu'il y avait effectivement des constructions déjà anciennes dans les Hauts de Bayonne. Donc ils font de l'avance, mais dans le dernier mandat, il y a eu très peu de constructions donc, en logement social. En pourcentage, ça a baissé. On est toujours, bien sûr, au-delà des communes voisines, mais il faut rappeler que la plupart donc, des personnes sont éligibles au logement social. Donc il faut veiller à ce que le logement soit accessible pour toutes et tous. Ça, c'est très important également comme principe. Donc nous nous engageons à faire plus de 50% de logements sociaux donc, dans tout nouveau projet. Voilà un petit peu les grands principes qui nous guident. Et après, on a un principe également de faire que lorsque on veut envisager tout nouveau projet, ce n'est pas forcément une nouvelle construction, ça peut être réhabilitation de quelque chose qui existe. Il faut aussi voir les infrastructures et voir les services de proximité. Il ne faut pas construire comme ça des nouveaux quartiers sans penser accessibilité du transport, commerce de proximité, les écoles à côté, des lieux de vie. Il ne faut pas juste penser logement indépendamment de tout lieu de vie. Donc nous souhaiterions que les quartiers soient comme à l'image de le village, avec vraiment de la vie, du lien social, des choses de proximité. Alors Monsieur Etchegaray, on le sent bien, c'est une politique globale, évidemment, l'urbanisme, mais en même temps, est-ce que, pour revenir à la question du logement, est-ce que vous craignez une gentrification de Bayonne ? Il est vrai que beaucoup de personnes sont attirées par, comme l'a dit Monsieur Le Cellier, par une ville qui est belle, ça quand même on peut évidemment le souligner, le reconnaître, et donc y a-t-il un risque ? Mais évidemment qu'il y a un risque, parce que quand vous avez deux journaux nationaux, tels que le Figaro Magazine ou le Journal du Dimanche, qui l'un comme l'autre vient vous dire sur des palmarès qui sont des palmarès différents, que Bayonne est une ville agréable à vivre et placée en première position ou en deuxième, suivant le palmarès auquel on se reporte, je dis qu'il y a effectivement peut-être un danger à ce qu'effectivement cette ville soit présentée comme la ville idéale. Même si elle est à nos yeux idéale, parce qu'on y vit et qu'on s'y développe depuis fort longtemps, mais effectivement, il y a un problème concernant le logement, mais pas qu'à Bayonne, sur tout le Pays Basque. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs qu'on est en train de travailler un plan local de l'habitat à l'échelle intercommunale pour faire en sorte que ces questions puissent être réglées aussi au bon périmètre. Parce que j'entends à l'instant qu'il faudrait faire 50% de logements sociaux à Bayonne. Mais écoutez, il faudrait que les communes qui n'ont pas aujourd'hui le quota de logements sociaux rattrapent les choses. Parce que la mixité sociale, c'est aussi une nécessité. Parce que, voyez-vous, Bayonne a 26 à 27% de logements sociaux. On se fixe comme objectif d'en avoir 28% dans le PLH, sur Bayonne. Maintenant, il faudra bien que Mouguer, par exemple, avec 9% de logements sociaux, rattrape le retard. Il faudra bien que Saint-Pierre-des-Rubes, avec 12% de logements sociaux, rattrape le retard. Que Biarritz, avec 8,9% de logements sociaux, rattrape le retard, etc.
Alors, là aussi, c'est une question de périmètre. Là aussi, c'est une question de politique intercommunale. Et mes collègues des communes avoisinantes l'ont parfaitement compris. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées par mes collègues autour de Bayonne pour produire ces logements sociaux. Donc, il faudra bien que la question soit réglée à la bonne échelle. Je voudrais dire, pour terminer, que Bayonne a moins de 5% de résidences secondaires. Moins de 5% de résidences secondaires. Alors c'est bien. Alors que je pense que c'est très bien. Et même pour ces 5% de résidences secondaires, j'ai proposé au conseil municipal, ça a été voté par la majorité évidemment, qu'il y ait une surtaxe sur la taxe d'habitation parce qu'il faut absolument éviter, pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure, que cette ville soit en quelque sorte un point d'atterrissage d'une forme de gentrification dont vous parlez tout à l'heure, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que moi, j'ai beaucoup de mes concitoyens, beaucoup de nos concitoyens, qui accèdent aujourd'hui à la propriété à Bayonne à 25, 27 ans ou 30 ans pour des prix qui n'existent nulle part. Nulle part. Je veux parler de sommes qui sont inférieures, d'une référence inférieure à 3 000 € le mètre carré. Alors, je veux dire que tout ça, c'est le résultat d'une politique et on n'y arrive pas si on ne met pas en place des politiques volontaristes. Alors, Bayonne, il faut le comparer aux autres villes et vous verrez qu'on fait les choses ici plutôt mieux qu'ailleurs. Alors, quand je me compare, je me rassure. Oui. Henri Etcheto, le bilan que vient de dresser Jean-René Etchegaray, vous le regardez avec... Quel œil? Il faudrait une introspection un peu moins nimbée d'autosatisfaction. L'urbanisme des 15 dernières années à Bayonne, c'est un point noir. Les opérations d'urbanisme, et nous avons eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises avec beaucoup de constance, qu'on donne l'exemple par exemple du quartier Bellara autour de la clinique privée ou des quartiers à Rousset, des quartiers qui ont été urbanisés, qui ont été conçus sans les équipements publics nécessaires, sans école par exemple, sans les espaces d'agrément végétalisés du côté de Bellara, parfois même sans les accès, la desserte, c'est le cas aussi du Séquet à Rousset qui aurait dû correspondre. Donc tout ça montre quand même une faillite des choix urbanistiques bayonnais depuis une quinzaine d'années auxquels il faut remédier. Je voudrais dire aussi sur la question du logement, oui on construit aujourd'hui beaucoup à Bayonne et je crois qu'il s'agit que la collectivité reprenne le contrôle de cet urbanisme-là, qu'elle reprenne les clés de la ville à la spéculation foncière. On voit, il y a aujourd'hui 25 projets en cours ici et là qu'on a laissé faire de manière un peu anarchique. Il y en a un du côté de la Barthe d'Île-Baritz. Oui, je crois qu'il faut que la collectivité reprenne un petit peu les mains de tout ça. Construire du logement, oui, mais il y a eu un mauvais virage qui a été pris depuis 2015 et depuis le nouveau PLH. Ça a été dit par Madame Bussière, mais c'est vrai. On a prévu le plan local de l'habitat, pardon. On a prévu délibérément de refaire moins de logements sociaux. Or, le problème, c'est que aujourd'hui, les logements qui sont construits à Bayonne, et c'est en ça aussi que la population n'est pas satisfaite, ils sont inaccessibles à la plupart de la population, à la plus grande partie de la population. Aujourd'hui, 80% de la population bayonnaise serait accessible à un logement social. Ça ne veut pas dire qu'elle y vit, mais ça montre la distorsion qui existe entre les prix au mètre carré et la capacité d'accéder à ces logements. La plupart de ces logements sont produits avec des systèmes ou grâce à des systèmes de défiscalisation donc, qui montrent déjà un petit peu leur esprit. Je crois qu'il y a besoin d'être beaucoup plus volontariste en la matière, mais bien entendu, derrière, ça ne peut se faire sans une contrepartie très forte. Non, mais c'est important en matière de qualité d'équipement, bien sûr, mais de qualité d'environnement. Et je crois qu'il est très important, les Bayonnais, ils sont très attachés avec les 2 ou 3 années qui se sont écoulées, qu'on préserve au moins un poumon vert dans chaque quartier. Quand je dis au moins, ça peut être davantage. Et des espaces symboliquement forts, comme le grand espace naturel et agricole de Bayonne Nord, hein, assez méconnu encore des Bayonnais, mais qui pourrait peut-être leur profiter davantage, ou l'aménagement des douves et des remparts en centre-ville, que nous avions déjà proposé en 2014 et que nous ferons si nous sommes élus dans 15 jours. Alors peut-être pour clore sur ce thème, Mathieu Berger. Je commence à avoir l'habitude de clore les thèmes, mais c'est pas grave, ça me va très bien. Ben, juste pour dire que là aussi, on ne peut pas se permettre de mentir à la population. Bayonne a pris 10 000 habitants et ça va continuer. Pourquoi ? Parce qu'on coche toutes les cases, ville méridionale, moyenne,
littoral. Le schéma de cohérence territoriale prévoit que Bayonne va continuer à absorber la population, comme l'ensemble du Pays Basque. Bayonne prend 16% de la croissance du Pays Basque et elle représente 16% de la population. Et ça va continuer. En plus, Bayonne étant sympathique, je pense que ça va attirer encore plus de gens. Donc la question qui se pose, aux élus que nous sommes, c'est comment on passe de faire du logement à faire de la ville. Or, ces 10 dernières années, nous avons fait du logement. Nous avons fait des quartiers sans commerce, sans services, sans école. On a fait aussi de l'étalement urbain. Bayonne, en 10 ans, a perdu de 3/4 de ses terres agricoles et 50% de ses maraîchers. On a aujourd'hui encore 10 à 15 hectares de fonciers publics qui appartiennent à la ville et à l'agglomération et qui ne sont pas en culture. Alors qu'on a des preneurs. Là aussi, il faut de la cohérence, je veux dire, dans le discours, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc nous, ce que nous proposons, c'est nos propositions 29, 30 et 31 de notre défi de l'urbanisme, la croissance durable. Et on se base sur la question des quartiers. On veut mettre en place ce qu'on appelle de l'urbanisme négocié, avec des chartes d'urbanisme, avec des versions par quartier. Et on teste ça en ce moment dans toutes nos réunions publiques dans les quartiers. Et ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? On associe la population. À quoi vous voulez que votre quartier ressemble demain ? Eh bien, on veut ce type de logement. On veut davantage de biodiversité. On veut de la biodiversité sur la toiture. On veut de la biodiversité sur les murs. On veut des sols avec de la perméabilité. On veut des espaces communs. On ne veut pas qu'une maison individuelle, quand elle se fait racheter par un promoteur, on voit monter un petit collectif sans qu'il n'y ait aucune coordination avec la politique de transport. Or, ces chartes d'urbanisme, elles existent, elles sont pratiquées dans des villes comme Bordeaux, Alain Juppé, je pense qu'en termes de gestion publique, il a montré sur Bordeaux ce qu'il sait faire, mais aussi de l'autre bord, Alain Andiani, à Mérignac, deuxième commune plus importante de Nouvelle-Aquitaine, et ce sont des mesures qui peuvent être prises au niveau des quartiers. L'idée, c'est quoi ? C'est faire signer la population, faire participer la population à l'élaboration de chartes d'urbanisme et faire signer la population, les promoteurs immobiliers et la commune. Et on pourrait dire, mais les promoteurs immobiliers vont pas signer. Ils ont signé à Bordeaux. Pourquoi ? Parce que c'est la ville qui délivre les permis de construire. Aujourd'hui, comment elle se comporte, la ville, par exemple ? Comment elle se comporte aujourd'hui ? On va reprendre l'exemple de l'îlot du Vigilant. Personne n'avait rien vu. On vendait l'îlot du Vigilant. Excusez-moi, il se trouve où exactement ? À Saint-Esprit, au cœur du quartier Saint-Esprit. Voilà, c'est le dernier élément non urbanisé, je dirais, du quartier Saint-Esprit, qui appartenait à l'évêché. Et l'évêché a le droit de faire la promotion immobilière, il n'y a pas de problème avec ça. La problématique, c'est quel type de logement ? Eh bien, c'était une densification énorme. Le pire qui a été fait dans le quartier, c'est au niveau de derrière la clinique Saint-Étienne. Les Bayonnais sauront exactement de quoi je parle par rapport à ça. Et là, du coup, les citoyens se sont invités. On ne les a pas invités en amont. Ils se sont invités. Enquête publique, plus de 100 réponses. Un collectif s'est créé. Et bien, vous savez quoi ? Le permis de construire n'a pas été délivré. Il a été suspendu. Il y a un nouveau projet qui est apparu avec justement un nouveau coefficient de biodiversité et avec un espace partagé qui est prévu dans le projet. Comme quoi, si le citoyen avait été associé en amont, on aurait peut-être eu un dossier beaucoup plus vertueux. Nous pensons qu'il faut gérer l'urbanisme de cette manière-là. C'est une question de qualité de vie dans les quartiers. Alors, excusez-moi, pour la répartition du temps de parole, réponse donc de Jean-René Tchegaray. Et je voudrais revenir aussi avec vous, Sophie Bussière, avant d'aborder un thème qui vous tient à cœur, je le sais, le sport. Donc, quelques éléments. Parce que vous avez aussi prévu, on l'a vu dans vos meetings, dans vos rencontres avec les gens, dans vos rencontres plutôt que meetings d'ailleurs, mais voilà, il y a des écoles aussi, etc. Est-ce que vous étiez en retard ou pas par rapport à ça ? Mais d'abord, écoutez, on me parle de charte d'urbanisme, que ce qui se fait ailleurs est magnifique. Bon, les portraits de quartier, c'est ça. Hein. Sauf qu'on ne le fait pas avec les promoteurs, on le fait qu'avec nos concitoyens. Et donc, quand vous parlez de l'îlot La Vigilante, alors évidemment, on ne peut pas aller trop dans les détails des choses, mais c'est complètement faux qu'on avait délivré un permis de construire. On a au contraire considéré qu'il fallait retarder ce projet tant que nous n'avions pas terminé une étude patrimoniale qu'on voulait faire dans le secteur. Et c'est parce que nous avons fini cette étude patrimoniale que nous avons considéré que ce projet pouvait voir le jour. Le permis de construire n'a d'ailleurs pas encore délivré. Je ne sais même pas si la demande de permis a été déposée. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas faire là
plus que ce qui est raisonnable. Et du reste, ce que je vous dis là, c'est la conséquence du portrait de quartier qu'on a fait à Saint-Esprit, tout comme on l'a fait au Pôle Obéris, tout comme on l'a fait également au Petit Bayonne sur la partie de la place Pacha en particulier. Donc, vous savez, la méthode de la concertation, vous ne l'avez pas inventée, monsieur Berger, vous ne l'avez pas inventée, on la pratique aussi. Alors, sans doute qu'on ne le fait pas aussi bien que vous le feriez, ça je veux bien que vous soyez un expert dans ce domaine. Écoutez, nous sommes dans l'exercice et je peux vous dire que dans nos pratiques, on sait ce qu'est aussi la concertation avec la population. Je suis obligé de répondre, mais bon, les Bayonnais Non, pourront très vérifier rapidement, voilà. les PV des débats municipaux. Et la première fois que ce dossier est passé en conseil municipal, j'ai posé une question à monsieur le maire. Et non, mais ce qu'il nous a dit, on le fera comme ça. L'évêché aussi a le droit de faire son projet immobilier. Il se fera de cette manière-là. La population s'est mobilisée et le projet a été modifié. Parfait. Voilà l'histoire. Pour revenir avec vous justement, vous êtes juriste, Sophie Bussière, un maire, une maire, demain, aujourd'hui déjà, peut intervenir et j'allais dire lutter peut-être contre certaines prétentions d'agents immobiliers, de promoteurs, qui ne sont pas tous mauvais, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais voilà, le maire, la maire a des pouvoirs. Oui, tout à fait. En fait, c'est une question de volonté politique. C'est est-ce qu'on prévoit comme ça des projets de logement et qu'on confie cela à des promoteurs privés sans avoir de regard, ou est-ce qu'on a une vision plus globale de l'aménagement de la ville de façon transversale, comme on vient de le dire là. Je souhaiterais, moi, compléter mes propos précédents par deux choses. Déjà, l'importance, on a parlé tout à l'heure de climat, par exemple, de bouleversement climatique. Nous allons, dans les années à venir, avoir de plus en plus des épisodes de chaleur intense, des canicules. Ça va être récurrent. Donc, il faut absolument, en amont, essayer de limiter cela. On a parlé des transports, de plein de choses, mais aussi adapter déjà la ville. Et on a vu que les derniers aménagements, notamment des places, et de façon plus globale, que ce soit à Bayonne ou ailleurs, c'est malheureusement... c'est comme ça un petit peu partout, ne correspond pas à cette adaptation, puisqu'on enlève des arbres, on enlève la végétation, mais ce n'est pas uniquement dans les 6 dernières années, c'est vraiment de façon globale. Et là, il faut complètement inverser la chose, il faut végétaliser fortement la ville. Ça veut dire des arbres. Alors, je sais que ça fait peur à certains, on a l'impression qu'on met des forêts partout, bien entendu non, mais des arbres fruitiers et de la végétation. Déjà, ça permet d'adapter la ville avec des îlots de fraîcheur, mais aussi ça permet de faire venir la biodiversité dans les villes. Il faut renaturer fortement les villes. Première chose. Et deuxième chose, de façon globale, je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est une espèce de dérive du centre-ville, qui est magnifique par ailleurs, d'un point de vue commercial, avec, c'est là où se passent les fêtes, etc. On a l'impression que ce centre-ville devient uniquement, enfin en tout cas il y a cette dérive-là dont il faut faire vraiment attention, devient exclusivement pour les touristes, et donc au détriment des habitantes et des habitantes du Petit et du Grand Bayonne, et au détriment aussi des autres quartiers. Donc attention à ça, il ne faut pas faire du centre-ville de Bayonne un musée à ciel ouvert exclusivement pour les touristes. Il faut faire vraiment attention à cette dérive-là. Alors évidemment, une campagne municipale en plus suscite les débats, on le voit, mais pour terminer presque notre émission, un sujet important qui fédère et qui a fait une belle unanimité, je crois, au conseil municipal, c'est le sport, l'aviron bayonnais et son projet autour, avec la municipalité, d'un centre de formation. Mais là, je passe le ballon évidemment au Val à Paul Nicolai. Avant de parler de l'AB Campus, puisque c'est de cela qu'il s'agit, peut-être une question préalable sur un sujet qui a fait beaucoup débat il y a quelques années, la fusion entre l'aviron bayonnais et le Biarritz olympique. Je m'adresse d'abord à Jean-René Etchegaray. En 2 mots, cette fusion, elle est définitivement morte? Écoutez, elle ne va pas exister, cette fusion. Jamais. Et d'ailleurs, voilà, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'y suis opposé. Mais je préférerais parler de notre projet, si vous voulez. Oui, mais on va en parler. Je peux y aller ? Non. On va en parler. Bon, j'ai répondu à la question. C'est très facile. Donc oui, ce projet, Henriette Chéteau, on connaît tous et toutes votre attachement à l'aviron bayonnais, pas que le rugby pro, évidemment, mais notamment... Vous ne me posez pas la question de la fusion, mais tout le monde sait que ma position a toujours été très claire sur la question, donc c'est peut-être pour ça que ce n'était pas nécessaire. Oui, c'est un projet qui a fait l'unanimité parce qu'il a été mis en œuvre sous une forme qui préserve à la fois les intérêts de la ville et de l'ensemble des Bayonnais et laisse la possibilité à l'aviron bayonnais rugby pro de construire les conditions de sa réussite. C'est-à-dire qu'on a autorisé avec un bail amphithéotique administratif la ville
de Bayonne a réalisé une opération très ambitieuse sur une partie du site du parc des sports, mais en gardant la propriété à long terme de ce site. Nous, c'est très clairement, on était pour ça, bien entendu, et on aurait bien aimé que dans le dossier de l'ancien palais de justice, c'est ce que j'avais proposé à M. Etchegaray, on use finalement du même outil qui permettait de garantir sur la longue durée, en tout cas, le patrimoine des Bayonnais. Voilà, bien entendu, je crois que il n'y a pas que l'aviron bayonnais. Le sport à Bayonne, d'ailleurs c'est une vieille tradition, c'est un vecteur de lien social très fort, à la fois dans sa pratique, également dans sa réussite sportive, quand c'est le cas notamment, c'est le retour de ça depuis quelques journées pour l'aviron bayonnais. Et puis on sait aussi que c'est un vecteur d'attractivité pour la ville, et aujourd'hui avec les enjeux de lien social, de santé qui vont avec. Donc bien entendu, pour notre part, nous plaçons, comme c'est un petit peu une tradition bayonnaise, le sport au cœur aussi des outils de liens sociaux, et je crois qu'il faut être aussi ambitieux là-dedans, mais transparent avec tout le monde associatif bayonnais. Il est riche sur notamment la rénovation à venir et à planifier de l'ensemble des équipements sportifs de la ville. Bien sûr qu'il y a Jean Daugé et l'Aviron Bayonnais, mais il y a aussi toutes les installations sportives des autres clubs, le COB, les terrains de foot, etc. Et nous y serons très attentifs, mais en toute transparence. Pascal Le Cellier, vous avez une ambition sportive pour Bayonne ? Oui, tout à fait. Laquelle ? Bon, je ne reviendrai pas sur le fait que l'Aviron Bayonnais est la locomotive locale. Et, donc, ces manifestations ont des retombées économiques et font connaître Bayonne à travers la France. Donc, ce projet, il est voté. Il n'y a aucun souci par rapport à ce projet. Non, nous, on voit le sport amateur et les besoins qui sont nécessaires. Moi, je reviens quand même sur le stade Jean Daugé concernant la pelouse. La pelouse a quand même du mal à se tenir en bon état. Donc peut-être qu'il faudrait envisager une autre pelouse type synthétique, comme ça se fait dans d'autres grands stades, pour avoir quand même des manifestations sportives pérennes et fidèles au calendrier sportif. Donc concernant les stades, c'est bien que Bayonne construit beaucoup. Donc il faut toujours avoir un projet global. Les stades, le Séquet a perdu deux stades par rapport à des constructions immobilières. Donc maintenant, les jeunes se déplacent à côté du stade Didier Deschamps, où là, il y a 2 terrains synthétiques. C'est une belle réussite, monsieur le maire. Donc, mais c'est quelque chose à développer dans d'autres quartiers, comme à Roussette, par exemple, qui est un quartier qui se développe beaucoup. Mais il faut également développer des infrastructures sportives également. Donc là, on pourrait très bien construire un stade qui satisfasse le plus grand nombre de ces pratiquants. Nous avons aussi, à Bayonne, il y a le fronton qui était sous la tribune Alain Flelou qui n'est plus très opérant. Donc nous pensons, que ça serait bien qu'il y ait à Bayonne un fronton capable d'accueillir des grandes manifestations. Nous pensons comme lieu au Chao Pelletier pour créer ce fronton capable d'accueillir des compétitions, mais qui servirait également pour les fêtes de Bayonne, d'ailleurs, pour d'autres types de spectacles. Voilà, je pense que, une nouvelle fois, il faut penser à tous les Bayonnais, pas uniquement à l'Aviron Bayonnais, et donc à différents clubs de sport, pour que chacun y trouve son compte, et dans tous les quartiers. Ne pas oublier certains quartiers, et je pense que là, il y a sûrement un effort à mener. Alors cette fois-ci, pour ne pas conclure, Mathieu Berger, si vous le voulez bien, assez court parce que vous êtes très en avance sur le temps. Alors très rapidement, d'abord sur ce dossier, c'est la première fois qu'on a un dossier, je dirais, d'aménagement du stade de Jean Daugé qui est voté à l'unanimité. Il faut se poser la question pourquoi ? Parce que c'est la première fois que ce n'est pas un projet immobilier. C'est un projet sportif. Et on est extrêmement fiers de ça. Et c'est pour ça que nous avons voté à l'unanimité. Mais dans le passé, l'opposition bayonnaise, je dirais rassemblée là aussi, s'opposait, puisqu'il y avait davantage des projets qui ressemblaient à ce qui se fait dans une commune à côté. Et jusque-là, nous avions refusé. C'est la première fois que c'est un projet sportif. Par contre, nous avons mis nos conditions.
C'est-à-dire de l'immobilier. Oui, c'est-à-dire de l'immobilier. Nous avons quand même mis nos conditions, c'est-à-dire le rugby professionnel, c'est une entreprise. Par contre, le centre de formation, il dépend de l'association. Nous avons également du sport féminin du rugby de haut niveau. Donc nous avons insisté pour qu'il soit intégré dans ce projet. Nous l'avons insisté dans l'instance municipale, mais également dans d'autres instances pour lesquelles nous avons été sollicités. Concernant le sport en général sur Bayonne, nous avons appelé ça le sport partout et pour toutes. Il faut savoir quelque chose quand même. 56% des Bayonnais pratiquent le sport hors infrastructure. Donc c'est-à-dire en plein air. Donc du coup, c'est comment on aménage la ville, les remparts, des parcours dans la ville, et notamment justement avec cette volonté de remettre de la biodiversité dans la ville pour pouvoir permettre cette pratique. L'autre élément aussi, et qui revient à la question de l'urbanisme, Bayonne a pris 10 000 habitants. Bayonne ne s'est pas équipé en équipement sportif pour ses 10 000 habitants. Il y a des besoins de gymnases, de dojo, de terrains de grands jeux, de tribunes couvertes. Nous avons tous reçu la liste justement de ces besoins et il y a un diagnostic qui nous a été présenté les derniers mois de mandat. On sait tous qu'il y en a pour des dizaines de millions d'euros d'investissement. Donc il faudra mettre un plan pluriannuel d'investissement, établir des priorités, là aussi en travaillant avec les associations sportives pour qu'ils soient bien conscients justement qu'il faudra mettre en place des priorités et on ne peut pas promettre tout à tout le monde parce que nous sommes en campagne électorale. Donc du sport partout et pour toutes, en pleine nature, mais en rattrapant également tout le retard qui a été pris du fait de cet afflux de population. Il nous reste 5 minutes. Donc Sophie Bussière, sport amateur, sport professionnel, un bel équilibre. Oui, tout à fait, un bel équilibre à trouver. Donc, sur le projet initial dont vous parliez, Bayonna Verte et Solidaire fait sienne de la position exprimée par Jean-Claude Hiriart au conseil municipal. Ça a été rappelé, le vote a été à l'unanimité parce que le projet est bien. Il paraît logique pour un club comme l'Aviron Bayonnais d'avoir des infrastructures pour s'entraîner, pour travailler mieux. Donc il n'y a pas de difficulté. Mathieu Berger vient de dire les réserves qu'il avait émises, et donc Jean-Claude Hiriart avait les mêmes aussi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais après il ne faut pas oublier aussi le sport féminin, le rugby et le reste, et le sport pour toutes et tous. Le sport, donc il faut que les équipements suivent, il faut, je rejoins ce qu'a dit Mathieu Berger sur le sport en plein air, etc. Donc le sport, c'est aussi la santé, il faut que la ville s'empare de cela et donc permette des parcours sportifs un petit peu partout. Jean-René Etchegaray, est-ce que l'avenir du développement du site de Jean Daugé, de l'Aviron Bayonnais Campus, est lié directement au maintien de l'équipe première dans l'élite du rugby français? C'est une question qu'on se pose parce qu'on voit bien que, il y a eu un bon match récemment contre le Stade Toulousain. C'est difficile de se maintenir dans l'élite. Est-ce que c'est conditionné par ça? Non. Clairement, non. Ça sera fait, ça ira à son terme, quels que soient les résultats sportifs. Ça se fera quoi qu'il arrive. Bon, les derniers matchs ont montré, pas que seulement le dernier, le précédent, que notre club était à nouveau dans un cercle, je suis tenté de dire, vertueux, en tout cas favorable. Sur ce projet, mes collègues ont dit qu'on avait trouvé un consensus. Ça montre bien que la concertation sur certains sujets, celui-là en particulier qui est un sujet majeur, car je ne souhaitais pas qu'un dossier de cette nature puisse passer sans que ce soit le dossier de tous. Et du reste, il ne m'appartient pas ce projet. Tout le monde s'y retrouve, donc c'est bien. Il y a des contributions qui ont été proposées, et Henri Chetto l'a dit, et également, d'ailleurs Jean-Claude Hiriart l'avait fait aussi, et également Mathieu Berger. On a tenu compte de tout ça. On a tenu compte de tout ça, y compris le fait que ce centre de formation sera ouvert également au rugby féminin. Et ça, c'est bien évidemment capital dans cette ville de considérer qu'il n'y a pas des catégories dans le sport, mais que tout ceci fait un tout. Cet équipement, c'est la raison pour laquelle il se fera quoi qu'il arrive, monsieur Nicolaï. Les choses sont claires là-dessus. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Je voudrais vous demander très rapidement une idée, un mot. Vous êtes les unes et les autres élus, non pas le 15 mais le 22. Bayonne, dans 6 ans, comment vous la voyez? C'est quoi? Monsieur Etchegaray? Moi, je suis très optimiste sur l'avenir de cette ville. Et je serais tenté de dire quoi qu'il arrive. Parce que cette ville a une potentialité exceptionnelle. Quand on est maire, on s'en rend compte, mais quand on est aussi membre d'un conseil municipal, tout autant. On se réjouit de cela. Et c'est bien ce qui fait qu'au fond,
on arrive à faire de la politique les uns et les autres sans qu'il y ait de clivage majeur. Nous voulons protéger cette ville, nous voulons le bonheur de cette ville, et je crois que de ce point de vue, eh bien, faire la politique de cette manière, c'est plutôt quelque chose d'optimiste. Alors, très court pour qu'on puisse conclure. Une ville verte et solidaire, bien entendu. Il faut, je pense, tout d'abord oxygéner la démocratie. Il faut décider avec les habitantes et les habitants, puisque la politique municipale les concerne au quotidien. Donc il faut faire avec eux. Une ville avec des quartiers-villages, comme je le disais, des services, des commerces de proximité, et une ville renaturée, donc verte et solidaire. Vous nous posez donc la question de demain Bayonne. Une ville où la participation citoyenne... Non, pardon. Oui, mais justement, une ville où la participation citoyenne est extrêmement aisée, où les citoyens ne sont pas consultés que tous les 6 ans, qu'ils participent à la co-construction des politiques publiques, qu'ils rentrent dans des logiques de formation. Et c'est de cette manière-là, justement, qu'on arrivera à avoir une ville où il fait bon vivre ensemble, une ville dans laquelle nous continuerons d'assumer notre diversité linguistique, nos richesses linguistiques et également cette mixité sociale qui fait cette identité typique de Bayonne. Monsieur Le Cellier, très vite aussi, pardon. Oui, donc Bayonne a un énorme potentiel, c'est une ville d'art et d'histoire. Et donc je compte beaucoup sur les prochains élus pour faire en sorte, pour inverser cette tendance vers cette densification quand même importante, pour la freiner et développer les infrastructures manquantes et faire de Bayonne une ville de quartier, que chaque quartier puisse vivre bien, avec une bonne qualité de vie, des maisons intergénérationnelles, etc. Des espaces verts. Merci. Merci à vous, Henri. Écoutez, que Bayonne, plutôt qu'une vitrine à tourisme, reste une ville populaire, une ville vivante, une ville qui soit facile à vivre pour tous ses habitants dans tous ses quartiers, une ville plus respectueuse de son environnement. Et puisqu'on a terminé sur l'aviron bayonnais, alors on peut rêver, mais pourquoi pas un bouclier de Brennus, chiche. Alors vraiment, merci beaucoup. À vous, Sophie, et à vous, messieurs. Merci, Paul, d'avoir été avec nous pendant 7h30. Ça passe très, très vite. Une petite explication très vite. Nous devions parler également des élections municipales à Mauléon. Mauléon a perdu une grande personnalité sportive et qui a beaucoup compté pour la capitale de la Soule, Monsieur Marquet Souza, Arnaud. Et donc, les candidats nous ont fait savoir qu'ils ne pourraient pas être avec nous cet après-midi au moment de l'enregistrement. C'est la raison pour laquelle ils voulaient absolument être présent à Mauléon pour assister à l'hommage de ce grand rugbyman qui avait été 3 fois champion de France. Donc nous comprenons évidemment leur raison. N'oubliez pas, la semaine prochaine, 3e débat sur France 3 avec Anglette et Andaille. Excellente soirée sur France 3. Adija de Sagour, portez-vous joliment. Adieu.